Ce n'est vraiment qu'en qualité de lectrice très admirative, mais aussi très occasionnelle de Claude Cahun, que je viens vous présenter ma communication. Donc vous l'aurez compris, une petite, même une grosse précaution oratoire, afin de me dédouaner d'une certaine naïveté que l'on pourra reprocher à ma lecture, en tout cas sa superficialité, dont je suis assez consciente, je dois dire, et que je tenterai d'assumer. Je compenserai par ailleurs les lacunes éventuelles de ma communication en vous transportant aujourd'hui vers un champ de recherche qui m'est plus familier, celui de la photolittérature contemporaine. Alors, je crois qu'on a assez peu employé le terme de photolittérature, même pas du tout. Hein. Oui, donc j'en dirais peut-être un tout petit mot, parce que ça me paraissait une évidence, et puis en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que ça ne l'était pas forcément. La photolittérature, c'est un champ de recherche qui entend étudier la complémentarité, en tout cas les interactions entre photographie et littérature, leur régime polémique, concurrentiel ou complémentaire, en tout cas leur interdépendance. C'est un petit peu l'idée aussi d'un cercle herméneutique. Hein. Je reprends ici la définition de Jérôme Tello dans un ouvrage dont le titre, à mon avis, explique à lui seul ce qu'est la photolittérature. Le titre, en tout cas, c'est « Les inventions littéraires de la photographie », à savoir comment la littérature a participé à l'invention de la photographie et comment la photographie a participé à la réinvention de la littérature. Donc, je vous transporterai du côté de la photolittérature contemporaine à travers une lecture de l'œuvre de Lydia Flem, écrivain, psychanalyste et depuis peu photographe. Il y a quelques années, en effet, le travail de Lydia Flem a pris un virage inédit quand l'auteur s'est engagé sur la voie des arts visuels, de la photographie plasticienne, comme on l'appelle, dont les échos avec l'œuvre photographique de Claude Cahun m'apparaissent particulièrement frappants. Alors, le panel dans lequel nous sommes ici cet après-midi porte sur la question de la filiation. Peut-être que ce terme est un peu fort pour parler de l'œuvre de Lydia Flem, qui, à ma connaissance, n'a jamais revendiqué l'héritage de Claude Cahun. C'est donc plutôt ici une affiliation que je tenterai de dessiner dans cette étude de l'œuvre de Lydia Flem au miroir de celle de Claude Cahun. Au miroir, car l'expression convient le mieux à ma démarche, qui s'attachera à cerner des analogies entre les deux œuvres, souvent analogies visuelles. Et au miroir, car c'est bien cet objet spéculaire, capital dans l'œuvre de Cahun comme dans celle de Lydia Flem, qui m'intéressera ici à double titre. Je vous transporterai d'ailleurs d'abord de l'autre côté du miroir, pour étudier un petit peu les tensions entre le réel, la photographie et la littérature qui se dessinent dans l'œuvre de Lydia Flem. Et ensuite, nous nous déplacerons face au miroir pour étudier la question de la représentation de soi, à savoir l'autoportrait photographique ou littéraire. Pour articuler ces deux points, je m'intéresserai à une forme ou en l'occurrence à une déformation spéculaire à laquelle on pense généralement assez peu lorsqu'il est question de photographie. J'ai nommé l'anamorphose. Alors, ce procédé pictural bien connu qu'est l'anamorphose désigne littéralement une forme qui revient, c'est-à-dire une déformation réversible, traditionnellement justement par la médiation du miroir. On la connaît surtout sous sa forme classique, popularisée par quelques œuvres célèbres. Alors, je vous ai mis ici l'icône de l'anamorphose, les ambassadeurs d'Holbein. Mais les perspectives anamorphiques sont en vérité beaucoup plus anciennes. On en a retrouvé énormément au Moyen-Âge et le procédé était connu dès l'Antiquité, où on savait que l'harmonie des ensembles architecturaux dépendait d'une déformation des lignes naturellement rétablie par l'œil humain. Ces perspectives courbes ou dépravées, selon l'expression de Baltrusaitis, n'ont donné naissance au terme anamorphose qu'au XVIIe siècle. Elle qualifiait alors plus précisément des images cachées dans d'autres images. C'est le tableau d'Holbein, encore une fois. Au début du XXe siècle, les surréalistes vont œuvrer en faveur du renouveau des formes anamorphiques, qu'ils inscrivent quant à eux dans une poétique de l'informe et du désordre. En effet, au temps des surréalistes, je vous ai mis ici une œuvre de Dali, c'est, je cite Baltrusaitis, la puissance déformatrice et non restauratrice des formes déformées que favorisent les anamorphoses, que l'on pourra qualifier désormais de sans retour. Claude Cahun, à la fois proche et distante du surréalisme, on en a parlé, s'est illustré dans cette poétique de la distorsion, elle aussi,
Donc, l'autoportrait réalisé pour la revue Bifur en 1929 allonge le crâne rasé de l'artiste pour, selon les termes de François Leperlier, déstabiliser la perception du réel et faire valoir la souveraineté de l'imaginaire. Si cette image est très connue, elle a été reprise en effet en couverture d'ouvrages vraiment canoniques consacrés à l'œuvre de Caïn. Leperlier notamment l'a utilisé, il y a aussi le volume Photopoche. Donc cette image a été reprise en couverture de plusieurs ouvrages, sans doute pas par hasard, c'est parce qu'elle est parfaitement représentative de la poétique à l'œuvre chez Claude Caïn. Alors j'avoue que je pose un petit peu ici cette évidence, ce postulat, je ne m'appuie cependant pas sur rien du tout. Vous avez un article très intéressant de Georgiana Colville qui est justement dans ce collectif ici, qui a été publié. Georgiana Colville démontre très bien comment l'anamorphose peut être vraiment une structure idéale pour penser la poétique à l'œuvre chez Caïn. Je la citerai à quelques reprises, mais je vais surtout me concentrer ici sur l'anamorphose chez Lydia Flem. Donc, près d'un siècle plus tard, justement, ce portrait, ce reflet de Claude Caïn ressurgit sous les traits d'une nouvelle femme chauve, en tout cas d'un nouveau crâne chauve, celui de Lydia Flem, alors en plein traitement d'un cancer du sein, qui pose devant la webcam de son ordinateur, donc au sens strict, il s'agit d'un selfie, le crâne dénudé par la chimiothérapie, recouvert d'une couronne de post-it bariolés, le visage émacié et allongé par le point de vue en contre-plongée. Entre 2008 et 2010, trop éprouvée par sa maladie pour écrire, Lydia Flem a tenu un journal photographique, une sorte de journal de chimio, qui a été publié en ligne sur son blog. Ces images inspireront plus tard, après guérison, le récit autofictionnel La Reine Alice, publié en 2011, réécriture autofictionnelle de Through the Looking Glass de Lewis Carroll. Parallèlement, le journal photographique fait l'objet de plusieurs expositions à Bruxelles, à Paris, avant d'être publié lui-même de façon autonome à l'automne 2013 sous le titre Journal implicite. Donc on a ici une œuvre très complète avec installation, exposition et livre. Ces deux portraits qui ont encouragé ma comparaison entre Caïn et Flem constituent le point de départ d'une réflexion que je voudrais mener sur l'anamorphose, considérée comme une poétique photolittéraire, une poétique de la distorsion dont je souhaite démontrer la valeur esthétique et heuristique. Je passerai d'abord de l'autre côté du miroir. Si l'anamorphose a été relativement peu pensée dans les travaux consacrés aux faits photographiques, c'est sans doute d'abord parce qu'elle suppose une remise en question radicale de l'exigence référentielle attachée au médium d'enregistrement. Or, c'est justement en cherchant à s'affranchir d'un impératif de représentation mimétique que l'écriture photolittéraire de Caïn et de Lydia Flem me semble travailler une esthétique de la distorsion, soulignant l'irréalité du réel aussi bien que la réalité de l'irréel. Reconnaissant à toute représentation ou à toute médiation son caractère tant structurant que déstructurant, l'anamorphose vient ainsi, en fin de compte, donner sa forme à l'informe. La première analogie que je tisserai ici entre les stratégies de Caïn et Flem pourrait être qualifiée d'anamorphose intertextuelle, désignant là par la même occasion une structure qui nous permette de penser le principe de filiation ou d'affiliation, principe essentiel dans La Reine Alice, qui est une réécriture revendiquée des récits de Lewis Carroll, mais aussi dans l'œuvre de Claude Caïn. Mon point de comparaison sera les héroïnes, dont on a beaucoup parlé hier notamment, que Georgiana Colville décrit comme, je cite, « des déformations anamorphiques de personnages de la Bible, de l'épopée d'Homère, des contes de Perrault ou des frères Grimm, plutôt que des satires ». Alors, on en a beaucoup parlé hier, je rappelle que c'est par exemple Cendrillon qui est présenté comme une figure masochiste prenant plaisir à se faire maltraiter par sa marâtre et ses belles-sœurs. Et on peut se demander peut-être ici pourquoi parler d'anamorphose plutôt que de parodie ou de satire. C'est que justement, pour reprendre l'argument de Georgiana Colville, la satire, comme l'ironie ou le sarcasme, vise à ridiculiser un texte ou un narrateur et à le faire paraître indigne de confiance, attitude qui n'est certes pas absente des héroïnes. Cependant, la démarche de Caïn, elle, consiste à adopter un angle de vue oblique sur les textes d'origine,
Ces hypotextes qu'elle subjectivise en utilisant la première personne et qu'elle déforme à son image, comme le fait un miroir courbe. Ici, évidemment, le motif de l'anamorphose. C'est justement cette stratégie que Lydia Flem met en œuvre dans La Reine Alice, réécriture autofictionnelle du conte carolien. Un matin, alors qu'elle s'observe devant son miroir, Alice, devenue l'alter ego fictionnel de Lydia Flem, découvre une masse suspecte contre son sein. Elle bascule à cet instant de l'autre côté de soi, dans un univers merveilleusement terrifiant emprunté à Lewis Carroll, univers devenu pour un temps le pendant onirique du système hospitalier. Alors certes, à la différence de Cain, Lydia Flem n'utilise pas la première personne. C'est que justement pour pallier à l'indicible de la maladie, l'écrivain doit passer le relais à un personnage de fiction, Alice, connue pour son ingénuité, mais surtout pour son courage. Ce processus de distanciation n'empêche nullement l'élaboration d'une écriture très personnelle, très subjective, et agit même comme une véritable stratégie de survie. Alice savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que consentir, donner son consentement à ce qui était advenu, à ce qui était. Ne pas se cabrer, ne pas se révolter. Au contraire, épouser le déséquilibre, chercher les forces obliques, la botte secrète. On a ici encore une définition de la poétique anamorphique. Il était donc une fois le cancer. Ici, la reine de cœur ne décapite plus ses sujets, elle vient amputer le corps cancéreux. Il faut dire que si le monde étrange et angoissant de Lewis Carroll s'adapte avec une telle justesse au récit de la maladie, c'est notamment parce qu'il procède d'une esthétique du nonsense, laquelle ne désigne pas l'absence, mais l'indécidabilité du sens, un trop-plein de signification, à la rigueur un contresens qui suppose un renversement des codes et des valeurs. Il colle dès lors parfaitement à l'expérience de la patiente, incarnant le potentiel tyrannique des protocoles de soins. Bonjour Alice, salua le lapin blanc. Alors ici je note juste cette inversion symétrique blanc lapin, lapin blanc, avec le texte de Carroll, montre bien comment peut fonctionner à un niveau vraiment microtextuel cette anamorphose intertextuelle. Bonjour Alice, salua le blanc lapin. Voilà longtemps que je ne vous avais croisé. Comment vous portez-vous ? Je ne me porte justement plus, répondit-elle, essayant d'esquisser un sourire qui ressemblait à une grimace. Comme vous êtes pâle, Alice, vous respirez à peine. Donnez-moi votre poignet, je vais prendre votre pouls. Non, ne me prenez rien, je vous en prie, je suis au bord du néant. Vous l'aurez compris, il faut faire preuve d'une grande subtilité pour entretenir la conversation avec Alice, car au milieu d'une cacophonie de termes médicaux auxquels elle n'entend rien, Alice n'a de cesse de convoquer des relations homonymiques et homophoniques. Cette indécidabilité du sens, comme si le verbe devait se révolter au reflet de la chose, se cristallise autour de figures de style polyvalentes et ambivalentes, syllabes sans anaclase, chiasmes, de façon à créer des anamorphoses du langage qui convoquent délibérément le sens figuré d'un terme lorsqu'il est employé en son sens propre et inversement. Ces anamorphoses du langage se mettent au service d'une stratégie d'évitement, tandis que le cancer, par exemple, n'est jamais explicitement désigné. Dans tout l'ouvrage La Reine Alice, vous n'aurez jamais le mot cancer, mais c'est un récit sur le cancer. Faire disparaître son nom, le dissimuler sous d'autres termes plus poétiques, n'est-ce pas déjà en effet se défaire un peu de la maladie ? Comme le dit Alice, peu importait le mot d'ailleurs, la chose était là à n'en pas douter, même si elle hésitait à la désigner d'un nom ou d'un autre. Comment ne pas penser face à cette cohabitation à la fois conflictuelle mais créative, fertile des doubles, construction en chiasme des photomontages de Cain ou de ses autoportraits, qui, à mon sens, constituent de véritables équivalents visuels à ces anamorphoses du langage. Si le récit, la Reine Alice, s'inscrit bel et bien à partir d'un héritage carolien, l'œuvre photographique que Lydia Flem a construit en parallèle doit surtout se penser au reflet des tableaux photographiques de Cain, composés de petits objets qui, dans le cœur de pique notamment, scellent une association toujours si étrange, voire dérangeante, entre l'univers merveilleux propre à l'enfance et la représentation assez menaçante de la mort. C'est d'ailleurs que l'anamorphose, art des perspectives secrètes, a justement souvent caché des vanités pour se faire memento mori. Il n'est donc pas surprenant que Lydia Flem insiste pour qualifier ces clichés de « still life », formule sans doute
plus juste et plus rassurante que le terme français de nature morte. Chez Flem, comme chez Cahin, les tableaux photographiques mettent en scène de petits objets du quotidien dans des compositions théâtrales qui les transforment en objets plastiques. Le jardin, où se déroulent les aventures de Pic, et où la Capucine a pleuré des larmes de glycine pour la mort du papillon blanc, son amant, occupe lui aussi une place de choix dans les compositions florales de Lydia Flem. Elle rejoignit la maison du miroir, c'est ici l'hôpital, la maison du miroir, passa d'une pièce à l'autre, ne tarda pas à découvrir des gobelets multicolores. Elle les empila en une fragile tour de Babel, y emprisonna les cartes, carreaux, piques et trèfles à la renverse, le roi de cœur auprès d'une dame fort songeuse et de biais, un joker en habit d'arlequin. Avec la complicité curieuse de son nouvel ami, l'attrape-lumière, il s'agit ici de l'appareil photo, elle prit rapidement des clichés de cette curieuse assemblée avant que le tout s'écroule. Se trouvaient ainsi brièvement unis les bons et les mauvais souvenirs, les cartes funestes et les joyeux gobelets. Entre le texte de Lydia Flem et celui de Lise de Harme, une même tonalité enfantine empruntée au conte, à la comptine, une assemblée de personnages merveilleux. Mais ce sont surtout les images photographiques, avec ces mises en scène très similaires, la glycine d'un côté, la jacinthe de l'autre, qui peuvent ici nous interpeller. Je présenterai juste rapidement un autre écho significatif, cette petite cuillère posée sur un motif floral. Comment faire avaler aux enfants des médicaments peu ragoûtants? Chez De Harme et Cahin, les médecins parlent toujours d'huile de ricin, de guimauve, de farine de lin. Eh bien moi je n'ai pas peur, tout ça c'est des très jolies fleurs. L'astuce est assez semblable chez Lydia Flem, alors que le médecin prescrit à Alice, insomniaque, une dose homéopathique et fleurie de Proust à consommer chaque soir. Le docteur H lui prescrivit une page de Proust à lire tous les soirs avant de se coucher. Je vous recommande particulièrement celle-ci, ajouta-t-il en lui indiquant la page 4325. Ainsi vous deviendrez, je l'espère, cet inconnu prédestiné qu'un sommeil enchanteur visite pour de longues heures. Voilà, dit-il en arrachant la page, prenez-la. Non loin de là, lut Alice, est le jardin réservé où croissent comme des fleurs inconnues les sommeils si différents les uns des autres, sommeil du datura, sommeil du chanvre indien, des multiples extraits de l'éther, sommeil du belladone, de l'opium, de la valériane. Prescrire un poème sur les narcotiques, belladone, opium et valériane, afin d'en puiser les propriétés sédatives, en d'autres termes, raconter le sommeil à une insomniaque, voilà un traitement peu commun, dont l'efficacité a de quoi laisser songeur, car de l'autre côté du miroir, décidément, le mot ne cesse de se substituer à la chose et la performativité du langage est absolument essentielle. Pour mon dernier point, un peu plus rapidement, je me placerai cette fois-ci face au miroir afin d'aborder plus spécifiquement la problématique de l'autoportrait. Élément central de l'œuvre de Cahin et de Lydia Flem, le miroir est notamment au cœur d'une pratique autoportraitiste foisonnante, où l'on explore l'ambiguïté de cet objet réfléchissant, dont le mode opératoire relève davantage du dédoublement que du redoublement. C'est toujours un autre, l'autre en moi, que j'observe dans ce miroir. Adepte des masques et du travestissement, Cahin a développé ce que le Perlier appelle cette poétique de la métamorphose de soi, à propos de laquelle il existe une littérature foisonnante, je n'y reviendrai donc pas. Chez Lydia Flem, et ça j'en suis tout à fait consciente, il est certain que la métamorphose est davantage subie. Impossible de se reconnaître dans ce corps malade, amputé, imberbe, transformé par la maladie, mais surtout par les traitements de la maladie, encore plus toxiques, la chimiothérapie et la radiothérapie. Néanmoins, si les causes divergent, je crois que les stratégies autoportraitistes des deux artistes se reflètent encore une fois de façon surprenante. Comme chez Cahin, l'autoportrait de Lydia Flem est joueur, composé de symboles qui tiendraient presque du rébus. Tout l'enjeu de l'autoportrait se reporte entièrement sur la représentation du corps malade, décharné par le cancer et ses traitements. Dans La Reine Alice, l'héroïne peu familière avec la photographie va déclencher l'appareil par inadvertance, faisant de ses premiers autoportraits des accidents, se surprenant jusque dans son sommeil. Aussi, lorsqu'elle découvre son tout premier cliché, entre deux petits bonshommes de bois articulés, au milieu de l'éphémère couronne de lierre, posée sur ses mains croisées, son propre visage endormi,
Le lecteur est renvoyé devant l'étrange photographie du dessin de Picasso, La femme endormie, entourée de 2 mannequins portant la branche de lierre. Ce premier autoportrait est donc une esquive autant qu'une esquisse de soi. C'est que le sujet du cliché ici n'est pas Alice, mais bien l'autoportrait d'Alice, inexécutable. Dans quelles conditions se représenter alors que le cancer efface notre identité pour imposer le visage anonyme de la maladie et que le miroir nous renvoie devant un reflet inconnu? Qu'est-ce qu'un visage? Je ne m'étais jamais posé cette question. Je croyais qu'un visage, c'est ce que dessinait un enfant. Des yeux, un nez, une bouche, n'est-ce pas? Et pourtant, sans cils, sans sourcils, les yeux cessent d'accrocher le regard, ils flottent au milieu de rien, c'est effrayant. J'ai l'impression d'avoir perdu mon visage, je ne suis plus sûre d'être encore moi-même. Qui suis-je si je ne me ressemble plus? Je me reconnaissais dans ma chevelure, dans la courbe de mes sourcils, comme un toit rassurant au-dessus de mes yeux entourés de cils. Tout ce moi familier a disparu, comme la toison de mon pubis, ajouta-t-elle avec une imperceptible hésitation. C'est très déroutant de retrouver son sexe de petite fille, et je ne vous parle pas de mes seins qui ne seront plus jamais comme ils étaient. Devant cette angoisse, ici, angoisse du corps désexualisé, l'autoportrait doit relever le défi de l'irreprésentabilité. Quelle forme minimale peut garantir encore un certain degré d'existence? Avec la trappe-lumière, elle se prit en image. Riant de s'y voir tirer la langue, rouler des yeux, gonfler les joues, faire des pieds de nez, des niches et des grimaces, le turban de travers, sans turban, le crâne nu décoré de colliers, de fleurs, de papier multicolores. Dans cet autoportrait, Alice ne se prend pas en photo, elle se prend en image. Portrait de l'artiste en clown, la bouche presque trop maquillée, regonflant ses joues creusées par la maladie, remplaçant par des accessoires loufoques ses cheveux tombés pendant la chimio. Elle redessine ainsi son visage pour déjouer l'angoisse de défiguration, choisissant avec soin ses propres grimaces. Après tout, un sourire sans Alice vaut toujours mieux qu'une Alice sans sourire. Se pouvait-il qu'il y eût un miroir derrière le miroir, peut-être même une cascade de miroirs dont les reflets se reflétaient à l'infini? S'interroge Alice, terrassée par la chimiothérapie. Bondissant d'image en image dans une mise en abîme de sa propre représentation, Alice, comme autrefois Caïn, court inlassablement après son reflet, s'incarne dans d'autres héroïnes picturales ou littéraires, la cantatrice chauve, la Fornarina de Raphaël. Une nuit, elle reçoit en songe la visite de son ami le chapelier, venu lui prodiguer quelques conseils afin de recouvrir de foulards colorés son crâne entièrement nu. Elle est alors frappée par sa ressemblance avec les femmes enturbanées des portraits de la Renaissance, la jeune fille à la perle de Vermeer, dont on a vu tout à l'heure une reproduction intéressante, le grand odalisque d'Ingres, l'occasion de se rebaptiser en référence à ces beautés d'un autre siècle, la dame au turban. Comme chez Caïn, c'est par le masque, la grimace, le maquillage ou le turban qu'Alice parvient à recerner son identité. Jouant à incarner tous ses personnages, Alice commence alors à se réconcilier avec sa nouvelle apparence. Il y avait également Alice au turban qui jouait aux échecs et était devenue la reine Alice, sa majesté la reine malade. Toutes les malades étaient des reines. Comment Alice supportait-elle d'appartenir à la fiction? Où était-elle pour de vrai? Quelle fut sa vie à elle? De quel côté penchait-elle? Si elle avait pu choisir, aurait-elle pris le parti de la réalité ou celui de la littérature? Je crois qu'ici, la question, c'est ne pas choisir. La réponse à cette question, c'est justement ne pas choisir, ce que permet l'anamorphose, dans cette superposition, cette cohabitation de la réalité et de la littérature, où finalement ces deux pôles s'annulent, espace de tension éminemment poétique et donc créatif. Pour conclure, je me poserai peut-être la question de cette différence ou non que l'on peut établir entre la métamorphose, dont on parle souvent à propos de Caïn, et cette question de l'anamorphose. La métamorphose, je crois, décrit une sorte de processus horizontal, chronologique. Il y a un avant et un après la métamorphose. Et avec l'idée d'anamorphose, qui ne s'oppose pas forcément d'ailleurs à la métamorphose, on pensera plutôt à un processus vertical, des couches de réalité, de discours, d'images superposées, comme des masques, et finalement à un processus où l'indécidabilité identitaire est reine et inscrite dans une sorte d'ontologie plate.
L'anamorphose occupe ainsi une place de choix au sein de l'esthétique du double, où les deux convergent dans le même. Elle est la forme, à ce titre par excellence, je crois, d'une sorte de poétique de l'entre-deux, dont on a pu parler tout au long de ce colloque. Poétique de la distorsion, l'écriture anamorphique n'en fait pas moins preuve d'une incroyable dimension heuristique, de même qu'elle relève d'une indéniable nécessité. Il existe bel et bien, au-delà de l'esthétique, une éthique de l'anamorphose, comme Lydia Flem l'explique à travers la voix d'Alice, et je conclurai sur ce dernier passage, cette citation. J'aime à croire que Claude Cahun l'aurait beaucoup aimé. Les contes sont généralement des cauchemars. Alice avait jadis été une petite fille. Bien sûr, elle avait cessé de l'être, mais quelque chose de l'enfance ne l'avait pas quittée, une certaine ingénuité, les yeux grands ouverts, un désir têtu de ne pas renoncer à tous les désirs. Depuis qu'elle avait réellement traversé le miroir, depuis qu'elle traversait la maladie, elle croyait pouvoir y puiser du courage, de l'imagination, de l'humour, une manière de jeu, d'invention, pour faire de la malchance une part de chance à saisir. Puiser dans le dénuement, l'impuissance, la souffrance et la peur, une nouvelle liberté.